Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une de l'actualité nationale, le chef de l'État a présidé le premier conseil des ministres de l'année 2023. Et enfin, dans l'actualité internationale, parlons d'espace. Le Royaume-Uni va mettre des satellites en orbite depuis son territoire. Une première pour le monde. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a tenu aujourd'hui la première séance du Conseil des ministres, où 9 questions étaient à l'ordre du jour. Écoutons le porte-parole du gouvernement. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la première séance du Conseil des ministres en ce mardi 10 janvier 2023. Étaient inscrites à l'ordre du jour 9 questions. La première question concerne un projet d'arrêté portant organisation de la formation initiale des auditeurs de justice à l'École nationale d'études judiciaires. C'est une offre de formation des auditeurs de justice de l'École nationale d'études judiciaires qui traite de la durée, des objets, de l'organisation ainsi que des modalités d'évaluation et de validation de la formation. La formation initiale des auditeurs de justice est délivrée donc à l'École nationale de l'éducation de justice se déroule donc pour une durée de 18 mois. Concernant les objectifs de la formation, le présent arrêté précise bien les attendus de la formation théorique et pratique en termes de compétences requises pour tout futur magistrat. Pour l'organisation de la formation, elle se décline sous forme de cursus pour la formation théorique, de modules pour la formation de terrain à travers des stages en juridiction et hors juridiction. Sur les modalités d'évaluation et de validation de la formation, le présent arrêté prévoit l'organisation de 2 épreuves écrites et d'1 épreuve orale. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant organisation de la formation des greffiers stagiaires à l'École nationale. Ce projet d'arrêté traite de la durée des objectifs et de l'organisation ainsi que des modalités d'évaluation et de validation de la formation. La formation initiale des greffiers stagiaires est délivrée donc à l'École nationale et se déroule sur une durée de 10 mois. Ce projet d'arrêté précise les attendus de la formation théorique et pratique en termes de compétences pour les futurs greffiers des services judiciaires. La formation se décline sous forme de cursus pour la formation théorique et de modules pour la formation de terrain à travers donc des stages. Au sujet des modalités d'évaluation et de validation de la formation, le présent arrêté prévoit l'organisation d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant affectation des ressources du Covid-19 mises à la disposition du Fonds de garantie partielle de crédit. Le gouvernement, sur instruction du chef de l'État, avait affecté la somme de 500 millions de francs Djibouti au Fonds de garantie partielle de crédit afin que les petites et moyennes entreprises puissent bénéficier de la garantie de cet établissement dans la période d'inactivité due à la pandémie. Pour ce faire, le gouvernement a déployé tout un arsenal de mesures, décalage de recouvrement des impôts, etc., afin que les PME ne cessent pas leurs activités. Afin de renforcer la structure financière de cet établissement, il avait été décidé de lui affecter le montant de 500 millions de francs Djibouti, escomptant une forte demande de la part des PME et des banques. Le fonds de garantie s'est mobilisé spécifiquement pour travailler étroitement avec les banques afin d'atteindre cet objectif. La cimenterie d'Ali Sabié, à titre d'exemple, qui a maintenu les salaires pour plus de 150 salariés, n'a pas pu bénéficier de ces mécanismes, n'étant pas une PME, mais le soutien de l'État n'a jamais failli, ce qui a permis à la cimenterie de déployer l'ensemble des activités. Cette production de ciment national exige des ressources plus importantes car le besoin en fonds de roulement s'accroît au fur et à mesure que l'échelle de production augmente. C'est pourquoi il est apparu indispensable de mettre à la disposition de la cimenterie de Djibouti, donc d'Ali Sabié, sous forme de garantie la somme de 200 millions de francs Djibouti, et donc pour qu'elle puisse lever des fonds auprès des banques de la place. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant création du diplôme d'État de préparateur en pharmacie, de grade, donc licence professionnelle. Le présent projet d'arrêté inscrit la formation préparateur en pharmacie de l'ISSS dans le système licence, master, doctorat. L'objectif visé par l'universalisation du cursus
de formation est triple. Le rehaussement de la qualité et du niveau d'exigence des formations vise d'abord à adapter les contenus et modes de formation aux évolutions des connaissances et des pratiques d'action. Ensuite, à répondre au niveau d'exigence attendu de la société en termes de santé. Et enfin, à faciliter les progressions de carrière en permettant à celles et ceux qui le souhaitent de s'engager dans la poursuite d'études. Ainsi, le relèvement du niveau des formations dans le cadre du dispositif LMD impose la révision de l'ensemble de l'architecture des études, leur organisation en semestre et en unités d'enseignement et leur poids en termes de charge de travail exprimé en crédit. Le projet de formation menant au diplôme d'état de préparateur en pharmacie ayant grade de licence professionnelle, fondé sur une pédagogie de l'alternance intégrative, a pour finalité de former des professionnels compétents, c'est-à-dire sachant agir et interagir avec pertinence et compétence dans diverses situations. Eh bien, comme je vous le disais, 9 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Réécoutons le porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf. La sixième question concerne un projet d'arrêté accordant l'autorisation d'ouvrir et de diriger un institut supérieur d'enseignement privé intitulé Académie arabe pour les sciences administratives, financières et bancaires. Ce projet d'arrêté vise à accorder à l'Académie arabe pour les sciences administratives, financières et bancaires un renouvellement d'accréditation pour certaines de ces formations et une accréditation pour ces nouvelles formations. Les nouvelles accréditations sont la licence management dans la chaîne logistique, la licence logistique maritime portuaire, la licence management des transports, le master management de la chaîne logistique, le master logistique maritime et portuaire, le master information technologie génie logiciel, master information technologie réseau sécurité et master management des transports. Pour les renouvellements d'accréditation, il s'agit des licences d'information technologie génie logiciel, information technologie réseau sécurité, master comptabilité en français, anglais et en arabe, master gestion des affaires en français, anglais et en arabe, et master gestion bancaire en français, en anglais et en arabe. La septième question est relative à un projet d'arrêté accordant l'autorisation d'ouvrir et de diriger un institut supérieur d'enseignement privé intitulé École supérieure d'ingénieurs et de gestion. Ce projet d'arrêté vise à accorder à l'École supérieure d'ingénieurs de gestion l'agrément définitif pour l'ouverture et la gestion de son institut d'enseignement supérieur privé intitulé École supérieure d'ingénieurs de gestion. Cet agrément définitif fait suite à l'agrément provisoire accordé en septembre 2021. La huitième question concerne un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2023 du stade Al-Hajj Hassan Goulet d'Aptidon. Le budget prévisionnel 2023 du stade Hassan Goulet donc, est équilibré en recettes à 47 687 000 francs Djibouti et en dépenses à 47 687 000 francs Djibouti. Les recettes sont essentiellement composées par donc la subvention de l'État, des prestations de services également. La neuvième question concerne le projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2023 de l'Institut national de formation sportive. Le budget donc prévisionnel de l'Institut national de formation sportive s'équilibre en charge à la somme de 59 135 000 francs Djibouti et en produit à la somme de 59 135 000 francs Djibouti. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, qui a fait part de sa compassion et solidarité à son homologue sénégalais, M. Macky Sall, suite à l'accident meurtrier de circulation routière qui a coûté la vie dans la nuit de dimanche à lundi à près d'une quarantaine de ressortissants de ce pays, occasionnant un nombre encore plus important de blessés. Le peuple, le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie et amitié à la nation sœur sénégalaise dans l'épreuve terrible. Cette tragédie a écrit en substance le président de la République dans un télégramme de condoléances adressé hier à Macky Sall. Nul doute que votre leadership éclairé, votre pays saura rapidement surmonter ce drame, a noté le chef de l'État dans le même document, avant de décrire les mesures initiées à la foulée de cet accident comme l'insigne marqué d'une culture de gestion de crise propre au Sénégal et l'illustration parfaite de son aptitude à élever, à procéder à des réformes de recadrage. Puisse Dieu Tout-Puissant épargner à la nation sœur sénégalaise la récidive d'événements traumatisants, a également imploré le président de la République, M. Ismaël Merguele, avant de retirer ses condoléances attristées ainsi qu'à sa compassion et solidarité à M. Macky Sall. Signature de mémorandum d'entente entre le ministère de l'Enseignement supérieur
et la délégation chinoise. C'est ainsi que le ministre de l'équipement supérieur, l'enseignement supérieur de la recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a signé hier matin un mémorandum d'entente avec le groupement HITSAC, Hong Kong Aerospace Technology Group, et le Touch Road International Holding Group. Ce mémorandum prévoit la construction d'un port spatial, zone de lancement de fusées porteuses de satellites dans la région de Bok. Le projet prévoit un investissement de près de 1 milliard de dollars américains et place la République de Djibouti parmi les rares pays dans le monde à disposer des ports spatiaux. Le choix de la région de Bok se justifie par un ensemble d'avantages géographiques particulièrement favorables à ce type de projet. En plus du port spatial, zone de tir et zone d'essai, il est prévu des infrastructures logistiques importantes, notamment au niveau du port de Bok, mais aussi pour la route le reliant au port spatial. Il est également prévu la station de production d'électricité et d'eau. Le volet formation et recherche scientifique n'est pas négligé car le schéma de montage du projet d'un boat signifiant planifier, construire, opérer, former et transférer. Aussi, un centre d'excellence pour l'ingénierie aérospatiale sera mis en place pour assurer le fonctionnement le plus élevé à terme. L'ensemble des activités du projet devrait également permettre la création de plusieurs centaines d'emplois, directs et indirects, contribuant à l'activité économique de la région de Bok et de ce pays. Les premiers travaux devraient commencer fin 2023 pour s'achever un an plus tard, tandis que les premiers des 107 rampes de lancement devraient être opérationnelles d'ici fin 2024. À ce titre, écoutons le ministre de l'Enseignement supérieur. Lancé sous la vision du président de la République de porter notre pays à une dimension technologique et aérospatiale d'un très haut niveau, un projet de nanosatellite fabriqué par nos étudiants et qui est en cours donc de finalisation. Je dirais que ce mémorandum est également le résultat de ce travail qui a été fait dans la vision du chef de l'État. C'est quoi ce mémorandum? Ce mémorandum, c'est d'abord sous la forme d'un projet, d'un contrat qui va être un contrat BOT, c'est-à-dire Build, Operate and Transfer, construire, rendre opérationnel le projet et le transférer aux Djiboutiens. Donc, dans un premier temps, bien sûr, c'est le plus important, c'est de mettre en place ce port de lancement de fusées pour les satellites. Donc, on va le faire conjointement avec nos amis chinois. Donc, un groupe de Hong Kong, c'est le groupe aérospatial de technologie, aérospatiale de technologie, et en partenariat eux-mêmes avec le groupement Touch Road. Quels sont les avantages ? D'abord, comme je disais, nous arrivons d'abord avec un savoir-faire de nos étudiants, mais également avec une position très particulière et, je dirais, très intéressante pour les opérateurs de lancement de satellites, qui est la région de Bok. Donc, il y a eu plusieurs visites avec nos partenaires qui se sont rendus compte de la réalité du terrain et de l'intérêt. Donc, c'est ce pourquoi nous avons signé ce mémorandum. Ça ne va pas s'arrêter uniquement à la construction du port de lancement de satellites, mais également de toutes les infrastructures qui sont autour. C'est-à-dire le port, bien sûr, pour faciliter le transport de matériel et tous les équipements qui vont arriver, les routes, les infrastructures, bien sûr, hôtelières qui vont tuer. Donc tout cela suppose également la création, bien sûr, d'emplois pour la population et contribuer au développement socio-économique du pays. Le projet en lui-même est un projet énorme. Il consiste à la mise en place, à la construction de rampes de lancement, 7, et de rampes d'essai, 4. Le contrat va être signé, Inch'Allah, au mois d'avril. Et suite à ça, les premiers travaux vont commencer fin 2023, début 2024. Et la première rampe de lancement, Inch'Allah, sera opérationnelle fin 2024 pour donc lancer les premiers satellites, Inch'Allah, vers 2025. C'est un projet très ambitieux. C'est un projet pour lequel peut-être c'était un rêve, mais qui est en train de se concrétiser. Et ça permet également à Djibouti de diversifier son économie et de placer à une chaîne internationale où très peu de pays dans le monde. Je pense que le nombre de pays qui ont cette capacité et ces infrastructures sur lesquelles on est en train de miser ne sont pas nombreuses. Enfin, une dernière chose. Bien sûr, nous n'avons pas laissé l'aspect formation, puisque dans ce projet, je dirais dans ce contrat, il y a un transfert dans quelques années à la partie djiboutienne. Et donc, nous sommes en train de travailler avec la partie chinoise pour réfléchir sur la mise en place d'un centre d'excellence sur les technologies aérospatiales. Voilà, je vous remercie. Merci.
Autre actualité, c'est toujours dans la même continuité des activités de la Semaine nationale de la solidarité, une forte délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Hulfa Ismaël Abdo, composée de la ministre de la Ville et de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdiaden, de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin, a effectué une visite des sites du projet de développement urbain intégré de l'Ayablé exécuté par l'ADDS sur financement de l'Agence française de développement. En effet, ce projet fait suite à une demande formulée par les communautés des questions environnementales de la zone d'intervention. Le projet de développement intégré, autrement dit le PDU2, cible la zone nord-ouest de la commune de Balbala qui est fortement urbanisée spontanément et qui est parmi, rappelons-le, les plus précaires. Le projet vise à offrir des meilleures conditions de vie aux habitants de l'Ayablé et des Mousquetaires en termes de sécurité et fonctionnalité des espaces publics en valorisant leur environnement urbain et en fournissant les services essentiels dont les populations de ces quartiers sont privées. En plus de ces projets exécutés par l'ADS, le programme urbain global prévoit de parachever les investissements prioritaires en créant un réseau d'espaces publics qui reliera les quartiers, les rendra plus vivables, d'installer les équipements publics de proximité, de développer des activités commerciales, d'installer des équipements collectifs. Les principaux objectifs du projet sont d'augmenter des revenus en facilitant l'accès à l'emploi ou la création d'activités génératrices de revenus et de renforcer les capacités des jeunes dans le domaine des bâtiments, des travaux publics, d'améliorer l'offre des services urbains basés et enfin de fluidifier la mobilité. La délégation a pu voir les bâtiments bioclimatiques de la gendarmerie en cours de finalisation, une route bitumée pour faciliter les déplacements et le transport, un centre de développement communautaire bioclimatique près de 500 mètres carrés avec un espace de théâtre, un terrain de sport, mais aussi un centre commercial sous le boulevard de Assambo. Dans ce tour, écoutons la ministre de la Culture. C'est un plaisir d'être aujourd'hui ici pour visiter les différents sites de ce gros projet avec mes sœurs Ouloufa et Amina. Donc je tiens vraiment à féliciter le travail qui a été fait particulièrement pour le CDC. Je l'avais dit, c'est un nouveau prototype, c'est un véritable complexe qui intègre tous les besoins qui ont été étudiés en amont. Donc on aura l'installation du CLAC, qui est un centre de lecture et d'animation culturelle. Le programme est en cours et ça a permis à CCDC d'intégrer les dimensions qui étaient exigées pour pouvoir accueillir ce CLAC. Alors il y a aussi, et ça aussi c'est une nouveauté, une scène qui montre bien que la culture et les arts vont être très présents dans ce CDC. Et c'est en effet les jeunes qui l'ont demandé. Il faut bien signaler que ce projet, il part des besoins et il part même, moi je dirais, de la définition de ce que voulaient les communautés et les jeunes. Et donc aujourd'hui, ces prototypes qui intègrent aussi et qui sont en phase avec l'économie énergétique, avec l'aération, avec des espaces ouverts pour les jeunes, mais aussi pour les communautés, montrent bien qu'il a été très réfléchi. Et il répond à plusieurs besoins, comme disait ma collègue Amina. Donc ils sont pratiquement en finition et nous espérons que ce gros projet va pouvoir satisfaire ce grand quartier de l'Ayablé moustiquaire et qu'ils en prennent soin. Moi je dis que quand on utilise correctement, très souvent on en prend soin et que parce que voilà, on en a besoin, on a tendance, ou bien c'est naturellement qu'on protège et qu'on préserve. À présent, je vous propose d'écouter la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Hulfa Ismaël Abdo. Bismillahirrahmanirrahim. Voilà, je suis vraiment très impressionnée par les réalisations qui ont été faites dans la commune de Balbala. Donc je rappelle que c'est des réalisations multiples qui font partie d'un projet de développement intégré dans laquelle la DDS est vraiment l'experte en la matière quand elle fait des constructions. Elle fait des constructions en développement intégré. C'est vraiment quelque chose d'abord qu'il faut rappeler que c'est l'émanation d'une demande de la population. La DDS a fait vraiment un travail de proximité pour demander à ces populations quel était le besoin. Donc une fois que le besoin a été relevé, la mobilisation de fonds a été faite. Donc nous avons maintenant une mobilisation de fonds à plusieurs même étapes. Donc en première étape, nous avions visité justement la nouvelle gendarmerie, mais vraiment impressionnante, et on attend vraiment qu'elle soit inaugurée parce que comme ça nos gendarmes qui le méritent et qui assurent un travail de sécurité dans toute la commune de Balbala
Balbala et surtout dans cette zone de l'Ayablé et Warabélé, et donc qui méritait également d'avoir des services et des infrastructures sociaux de base. Donc la gendarmerie a été faite et tout dans un système de bioclimatique, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'utilisation d'électricité ou de climatisation. Et au jour d'aujourd'hui, on est vraiment fiers, à quelques mois de l'inauguration, d'avoir des infrastructures qui soient à la hauteur de ce que méritent en tout cas les populations de Balbala, parce que c'est des populations qui ont attendu et ils ont demandé au chef de l'État et aujourd'hui la réponse est là. Alors après la gendarmerie, on a vu la route bitumée, environ de 1,5 km, donc, qui est magnifique également et qui fait une jonction également avec le boulevard Assamo, qui permet de désenclaver les quartiers de la commune de Balbala. C'est une route magnifique également. Puis par la suite, nous avons donc visité le centre culturel du Clac, où nos jeunes pourront s'épanouir, et surtout les jeunes de cette zone que je rappelle, les Yablé Warabélé, qui sera vraiment maintenant dotés d'un vrai centre de jeunesse où ils pourraient vraiment s'épanouir. L'utilisation et la mise en place, bien sûr, elle serait rendue au ministère de la Jeunesse et de la Culture, qui donnerait beaucoup plus d'éléments sur cet ouvrage. Puis on a visité également par la suite les aires de jeu que vous avez vues, donc 3 aires de jeu qui se succédaient. Un aire de jeu dédié carrément pour les jeunes filles qui veulent pratiquer une activité sportive et qui leur sera dédié, et 2 autres terrains également qui seraient dédiés à la jeunesse et aux garçons, aux jeunes garçons de Balbala. Direction en Turquie où, en marge du premier forum d'investissement et des affaires djibouto-turc, la délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Mousdawale, composé du ministre du commerce et du tourisme, Mohamed Rassam Diriye, de la secrétaire d'État aux investissements, Mme Safia Mohamed Gadili, du président de la chambre de commerce, Youssouf Mousdawale, de l'ambassadeur plénipotentiaire de Djibouti en Turquie, M. Adel Hussein Abdillahi, et de Mme Emma Ngoua, représentant résident du PNUD et des nombreux cadres de l'administration et des jeunes start-up, à une réunion de présentation et les voies et moyens de renforcer les partenariats entre Djibouti et cette institution qui est spécialisée dans l'accompagnement des start-up. Ainsi, Al-Baraka est un centre, appelons de financement des start-up. Cette institution qui utilise le MOST financement islamique permet aux jeunes entreprises d'être formées dans la culture d'entreprise et de bénéficier de formations dans le montage des projets marketing, financement et d'autres termes. Il s'agit là de l'accompagnement de l'idée jusqu'à la maturité d'une start-up. Il convient de souligner, rappelons que Al-Baraka Garage accompagne désormais les entrepreneurs au stade de l'idée. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qasim Haroun Ali, a entamé ce dimanche dans la sous-préfecture de Korangar un déplacement à la population locale que la délégation ministérielle a une langue. Un accueil chaleureux au rythme de danse traditionnelle était réservé par la population de Korangar. Le ministre de la décentralisation, toujours dans le cadre de sa tournée de proximité avec la population locale, a réuni le comité de coordination pour le développement régional, le CCDR, mais aussi les leaders locaux, à savoir la jeunesse et les femmes, ainsi que le local. Les représentants de chaque groupement sont intervenus à tour de rôle pour remercier la délégation conduite par le ministre de la décentralisation pour cette visite de proximité combien importante, et ont exposé par la suite les problématiques liées à la vie quotidienne. Le ministre chargé de la décentralisation, Qasim Haroun Ali, et son collègue ministre des Sports, Hassan Mohamed Kanoun, ont répondu aux questions des intervenants. Par la suite, plusieurs infrastructures construites récemment, telles que le collège, les infrastructures sanitaires, ont été visitées par la délégation conduite par le ministre, M. Qasim Haroun Ali, qui a rappelé l'importance qui nécessite ces infrastructures pour le développement local et a insisté d'en prendre soin. Tout à fait autre chose. Dans le cadre du partenariat technologique entre Djibouti et la Chine, l'ambassadeur de Djibouti en Chine, M. Abdallah Miguel, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, le Cheikh Ibrahim, ont reçu hier à la direction des relations internationales, à l'hôtel des officiers, une équipe de la société Hong Kong Aerospace Technology Group, spécialisée dans la conception et la réalisation de l'exploitation des fusées. Cette audience entre les deux parties vient de s'accorder à la vision du président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, dans le projet phare de la création d'une série de plateformes de lancement des satellites et des fusées. Cette plateforme permettra à notre pays d'accéder à un niveau de technologie très avancé, notamment en termes de communication, où l'important de solliciter l'armée pour la sécurisation du périmètre et de plateforme et l'accompagnement dans le projet de lancement du satellite. Une fois de plus, le chef d'état-major général des armées
Le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a réitéré son attachement quant à l'engagement du militaire stratégique qui unit nos deux pays, mais aussi nos deux armées. La cérémonie s'est déroulée avec tout de souvenir et les au revoir sincères. La radio-télévision de Djibouti a clôturé ce matin à son siège principal une double formation portant sur le thème de la logistique art pour les techniciens radio et une autre formation portant sur l'animation et le journaliste radio de la RTD. La double formation initiée par la direction s'est déroulée dans l'enceinte de la RTD durant 2 semaines avec la participation de 13 techniciens et une dizaine d'animateurs journalistes. Rappelons qu'organisée par le service de la formation de la RTD sous la supervision de la chef du service de formation, était dispensée par les formateurs professionnels tels de la RTD, dont M. Mohamed Ahmed Issa et Youssouf Hamadou, et par Mustafa Ibrahim. Pour la partie animation et journalisme, la formation logistique art était dispensée par l'information par M. Mohamed Omar Hassan. La direction de la RTD a organisé ces formations pour renforcer les capacités de ces professionnels pour la maîtrise de la compréhension des différentes facettes des métiers d'animateur et technicien des logiciels art pour se familiariser avec les techniciens techniques d'animateurs de la radio. Ainsi, les transferts de données entre les réseaux. Il faut souligner que ces formations étaient basées essentiellement sur la pratique de ces 3 phases de formation organisées par la RTD au profit de ces professionnels. Les participants ont bien suivi et assisté aux formations et à la fin de ces certificats de formation a été remis à tous les participants par le responsable de la RTD, dont le directeur général Aden Abdijama, le directeur adjoint de la radio, M. Aboubakar Ahmed, intitulé par le directeur général de la RTD, M. Aden Abdijama, avec pour objectif à rappeler que pour améliorer les capacités et les compétences des animateurs, journalistes et techniciens logistiques art et a émis le souhait que les acquis des formations soient Prenant la parole, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Aden Abdijama, a réagi sur l'importance de cette formation destinée à renforcer les capacités des animateurs et des techniciens. Plaisir pour moi de clôturer ce matin la séance de formation qui était déjà programmée dans le cadre du plan d'action 2023. En tenant compte la vision du président de la République visant d'obtenir de contenus médiatiques de qualité qui contribuent au développement de notre société. Cette formation que nous clôturons aujourd'hui a été réalisée grâce à la contribution des formateurs de la RTD, des experts qui sont toujours mobilisés pour aider leurs collègues afin de promouvoir leurs compétences professionnelles. Cette forte collaboration qui vous a permis d'une semaine de formation, d'échanges et de débats fructueux sur les problématiques de la gestion des programmes de la radio, de mûrir vos compétences en matière d'animation et de la présentation
des émissions. Cette situation de formation vous a permis d'échanger et de partager la réflexion avec le cadre expérimenté de la RTD dans les domaines respectifs. Mais comme Yasmine a signalé tout à l'heure, la deuxième partie de cette formation a été consacrée de donner une formation qualifiante aux opérateurs sur le plan de la technicité et de la maîtrise des logiciels ART et ses applications, ses fonctionnements, pour assurer une meilleure maîtrise de la gestion du console de la diffusion. J'espère que les acquis professionnels et les compétences requises dans le cadre de cette formation vont vous permettre de s'améliorer pour mieux gérer vos pratiques professionnelles et exercer vos métiers avec détermination et efficacité afin de répondre à la mission que l'institution vous a confiée. Eh bien, dans le cadre du projet Djibouti Zéro Déchet, le maire de Djibouti, M. Cyril Daoud Mohamed, a repris l'enlèvement des épaves et des carcasses des véhicules qu'on délaissés sur les artères principaux et dans les garages sauvages. Il a repris les travaux dans les communes de Boulaos et plus précisément dans le secteur 3e arrondissement, en présence de la sous-préfet du 3e arrondissement, Mme Fatouma. L'objectif de la mairie est d'éradiquer les déchets, d'embellir les artères de la capitale. Une campagne qui rencontre une large adhésion de la population qui a fait sienne ce projet visant à redorer le blason de notre capitale. Pour réussir dans cette entreprise, tout en chacun doit mettre la main à la pâte et à retrousser ses manches. Au final, notre ville doit retrouver sa splendeur d'antan. Le maire a exhorté les propriétaires de ces véhicules laissés sur la voie publique de faire preuve de civisme. Comme je vous le disais, le maire a exhorté les propriétaires de ces véhicules laissés sur la voie publique à faire preuve de civisme en protégeant non seulement l'environnement, parce que ces épaves constituent un lieu pour tous les animaux errants et deviennent une décharge ordure, mais également nuit à l'image de notre capitale, a-t-il rappelé. Nous avons bien répété, nous sommes à la deuxième semaine de collecte des épaves qui rentrent dans le cadre du projet de la mairie phare. Zéro déchet, il faut que cette ville elle soit propre. Nous allons ramasser toutes les carcasses, toutes les personnes aussi qui occupent le domaine public, qui bloquent la voie, qui empêchent la population de circuler comme il faut. Je crois que cette ville, elle doit avoir des règles, elle doit avoir des lois. Il faut respecter les lois de la ville. La mairie demande à tous les commerçants qui occupent aussi le domaine public de venir payer à la mairie dans les guichets du Trésor national. Il y a un comptable là-bas, il faut venir. Un citoyen doit payer ses impôts, un citoyen doit payer les redevances de la ville. Je crois que nous allons continuer, nous allons passer par ruelle. Toutes les personnes qui ont caché leurs épaves, on leur demande d'abandonner ces épaves. Ils ne vous servent à rien, ils sont là depuis des années dans le ruelle. Ils empêchent les jeunes, les enfants de jouer aussi. On vous demande de collaborer, mais nous allons continuer, on ne va pas s'arrêter. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas des jours. Même si nos moyens sont limités, nous sommes déterminés. Et je remercie la préfecture, le sous-préfet, je remercie les sociétés privées qui ont participé à la collecte des épaves pour l'embellissement de la belle ville de Djibouti. Et au Royaume-Uni, le Royaume-Uni va mettre des satellites en orbite depuis son territoire. Une première. Le Royaume-Uni est sur le point de lancer ses premiers satellites depuis le sol britannique. Une opération qu'il espère propulser le pays parmi les grandes puissances spatiales internationales. C'est un pas des géants pour l'industrie spatiale britannique. C'est la première fois que le Royaume-Uni envoie des satellites en orbite depuis son territoire, mais pas depuis une ère de lancement gigantesque comme à Orlando ou en Alaska aux États-Unis. Le départ est fixé à 22 h heure locale depuis le port spatial de Cornouailles. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.